J'aime bien le terme de bâtisseur de l'éphémère. On construit des ouvrages qui vont pas rester longtemps. Tu vas m'expliquer ce que c'est de diriger une entreprise qui est le leader mondial de l'échafaudage, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ne fait rien de particulier, on a juste de la passion. Il faut valoriser ce métier. Aujourd'hui, un jeune, il a besoin de savoir, ok, je rentre là, mais dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Dans une société qui marche bien, si on se pense leader, pour moi, on est mort. Je suis super content de te recevoir dans le podcast Build. Build, c'est le podcast qui parle de croissance et de croissance. Bon, on va essayer d'être à la hauteur. On est dans le même secteur, on est dans le secteur du BTP. J'aimerais en tout cas que tu m'expliques en fait ce que c'est de diriger une entreprise qui est le leader mondial de l'échafaudage, une entreprise qui est le leader français de l'échafaudage, une entreprise qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, que tu as accompagné dans sa croissance forte. J'aimerais aussi que tu m'expliques comment on fait pour aller développer des nouveaux marchés, comment on est sur tous les fronts. En fait, moi qui te connais un petit peu parce qu'on travaille ensemble, tu fourmilles systématiquement de beaucoup de projets. Tu es quelqu'un qui est très présent dans le BTP, qui est très investi aussi dans le BTP. Donc je suis très, très content de te recevoir aujourd'hui pour discuter de tout ça. Surtout qu'en fait, au départ, moi, je sais qu'en fait, ton projet, c'était pas d'être le patron d'une boîte d'échafaudage, c'était d'être pilote de chasse. Eh oui, c'est vrai, comme quoi on arrive quand même finalement à l'échafaudage. En tout cas, merci pour ton invitation, Xavier. Alors, effectivement, c'est mes yeux qui ont failli, je suis daltonien et j'ai dû mettre une croix sur la carrière de pilote de chasse. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est quand même suivre des objectifs assez forts. D'abord, est-ce que tu peux me parler de ton parcours ? C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, en fait, ton projet, c'était de devenir pilote de chasse. Et en fait, il y a un accident de parcours. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu arrives justement dans le monde du BTP ? Comment tu fais pour arriver chez les gars ? Quel est ton parcours ? Quelle étude tu fais ? Comment ça se passe ? Quel est ton parcours avant d'arriver chez les gars ? Alors moi, j'ai un parcours assez classique avec un diplôme d'ingénieur à l'INSA de Lyon. J'ai eu une jeunesse où j'ai beaucoup voyagé, sac à dos, dans pas mal de pays. Découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles choses, ça m'a toujours attiré. J'ai commencé par faire ensuite des stages ingénieurs à l'étranger, en Amérique latine notamment, parce que mon projet, c'était de travailler à l'export. Et j'ai vite constaté que c'était quand même assez compliqué d'avoir une vie de famille en France et d'avoir des projets à l'export. Et donc, j'ai voulu me recentrer sur un poste en France avec la possibilité justement de faire des missions et de pouvoir dénicher de nouveaux marchés, que ce soit en métropole, mais que ce soit surtout à l'étranger. Et donc, je suis rentré chez Leyer alors sur un concours de circonstances assez cocasse, puisque on m'a fait venir au siège de Leyer à l'époque pour être chef d'agence de l'agence de Lyon commerciale. Donc j'avais préparé, moi, ingénieur technique et tout, j'avais ma casquette de commercial, de chef d'agence. Et à la fin de l'entretien, on m'a dit non, mais finalement, on va vous prendre comme directeur du bureau d'études. Donc il a fallu que je retourne ma casquette pour dire que finalement, moi, la technique, j'adorais ça. Okay. Mais je pense qu'ils avaient déjà décelé une appétence pour le commerce, une appétence pour la technique. Et donc, du coup, j'ai commencé comme directeur du bureau d'études. Ensuite, j'ai directeur général. Je crois beaucoup à la formation, donc j'ai motivé la société pour qu'on crée une filiale, une école de formation. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on y reviendra. Et donc, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça fait 30 ans que tu es dans le monde du BTP. C'est quoi qui te passionne et qui continue de te passionner dans ce secteur ? Alors, il y a deux choses. D'abord, l'échafaudage, en fait... Pour rappeler ce que c'est un mécano géant, l'échafaudage moderne, qui a été créé d'ailleurs par la famille Leyer. C'est un mécano géant qui permet d'accéder en hauteur pour tous les corps d'État. Et aujourd'hui, que ce soit nos collaborateurs techniciens ou commerciaux, quand on a une journée ou une semaine de travail, on va voir un chef opérateur qui tourne un film. On va à Disney ensuite pour construire une nouvelle attraction. Ensuite, on passe sur Paris, sur un monument historique, sur Saint-Sulpice, sur les Invalides, où on voit des tailleurs de pierre. Donc en fait, on côtoie tous les corps de métier qui existent. Et ça, c'est totalement passionnant. On n'a jamais fait le tour. Et donc déjà, c'est ce qui m'a vraiment plu. Et ensuite, je suis dans un groupe où il y a une liberté très forte et une autonomie très forte sur le développement. Et donc, effectivement, à chaque fois que j'ai voulu créer une nouvelle société ou mettre de nouveaux produits, j'ai toujours eu les mains libres pour mettre ça en place. Et tant que j'ai cette liberté d'action et qu'on peut entraîner, on en parlera tout à l'heure, nos équipes avec cette liberté d'action, il n'y a rien de plus passionnant, quoi. Ouais, carrément. Et toi, dans ton parcours de progression, donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, au départ, tu postules à un poste qui n'est pas du tout celui que tu vas faire. Et donc, en fait, ton poste de directeur du bureau d'études,
Tu l'occupes pendant combien de temps? Alors, je l'occupe pendant une quinzaine d'années. Okay. Alors, il y a eu le directeur des études, puis après le directeur technique qui est venu juste derrière, le responsable de l'école de formation qui s'est greffé par-dessus. Donc, à peu près une quinzaine d'années avec des appels d'offres. Donc, ce travail, c'est mettre en musique tout un bureau d'études composé de dessinateurs, de projeteurs, d'ingénieurs. Donc, ça, c'est la partie purement faire des plans, faire des notes de calcul, puisqu'en fait, un échafaudage, c'est une charpente métallique provisoire. J'aime bien le terme de bâtisseur de l'éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, on construit des ouvrages qui ne vont pas rester longtemps, mais qui doivent supporter les mêmes charges climatiques, d'exploitation, etc. Donc, on doit les calculer comme des bâtiments définitifs. Donc, il y a quand même des contraintes techniques de sécurité assez fortes. Et puis, à côté de ça, il y a de l'innovation, puisque le métier évolue depuis une vingtaine d'années. Le métier et les outils et les produits évoluent. Et donc, toute la partie recherche et développement, on a créé beaucoup de nouveaux produits chez Layer pendant ces années-là. On a été primé régulièrement à chaque Batimat, au Mador. Tous les ans, tous les 2 ans, on a un prix sur un nouveau produit. Et ça, cette partie recherche et développement, faire progresser le métier, tirer vers le haut pour réduire les TMS, pour avoir plus de rentabilité, pour avoir des produits qui sont plus pérennes dans le temps. Je trouve que c'est assez passionnant. Et aujourd'hui, pour moi, on n'a pas encore fini de faire le tour de tout ce qu'on peut faire avec ces produits. Je voudrais revenir sur ton parcours. Comment on fait, Eric, quand on est au départ salarié d'une entreprise, que tu arrives comme salarié, pour en devenir le dirigeant, et puis un dirigeant en fait qui va pas s'arrêter à être uniquement le dirigeant de son entreprise, mais qui va continuer à développer en fait toutes les activités de sa boîte, etc. Comment on fait pour passer de ce statut-là de salarié à celui d'un dirigeant du numéro 1 français et puis du numéro 1 mondial? Je pense qu'on ne fait rien de particulier, on a juste de la passion en fait. C'est la passion qui nous anime. Et en fait, le fait de proposer aux actionnaires de nouveaux projets, on est aspiré naturellement vers le haut. C'est dans toute entreprise, mais même toi, nous, quand on a des collaborateurs qui ont envie, qui sont passionnés, qui ont aussi les moyens de mettre en action ce qu'ils proposent, mais c'est une chance incroyable de les prendre. Dire, tiens, ok, tu vas t'occuper de ce projet. Pour nous, déjà, on a de ça de moins à faire, il n'y a qu'à suivre, très bien, vas-y. Mais c'est une chance incroyable d'avoir. Donc j'imagine que les actionnaires à l'époque, ils m'ont vu arriver, et puis petit à petit, voilà, j'ai fait mes preuves. Juste pour resituer, dans le groupe Layer, les 50 filiales qu'il y a dans le monde, ce ne sont que des vendeurs de matériel. Il n'y a qu'en France qu'on a vraiment cette activité de vente, de location, d'ingénierie, de montage avec notre filiale de montage, on y reviendra. Et donc, on est pour eux presque un banc d'essai de tout ce qui peut se faire. Et dès qu'on a mis en place des premiers logiciels, ils sont aperçus que ça marchait, ils sont mis à faire la même chose pour les autres filiales du groupe. Et donc, dès qu'il y a des idées novatrices qui permettent de faire évoluer et surtout qui trouvent un écho auprès des clients, parce que c'est ça, le but, c'est que les clients soient friands de ces nouvelles innovations. Pour eux, c'est une chance incroyable. Donc, ça s'est fait naturellement. Et pourquoi toi plutôt qu'un autre? Parce que tu étais plus performant? Parce que justement, tu avais cette double compétence commercial et technique, je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'en fait il t'ait choisi toi et que du coup en fait, en tout cas moi l'image que ça me renvoie de ton parcours, c'est que globalement t'as eu carte blanche, t'as eu les coudées franches pour plein de projets, on va y revenir, entre autres de ton développement en Afrique. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident au départ qu'en fait le dirigeant de l'entreprise française en fait puisse lui-même en fait aller développer une nouvelle activité en Afrique. Donc qu'est-ce qui fait qu'en fait, il t'ait choisi, toi, plus qu'un autre? Peut-être parce que j'étais celui qui proposait le plus de choses. Peut-être que j'étais pas suffisamment ingénieur qui me permettait d'avoir une casquette un peu plus commerciale et surtout client. Parce que voilà, les gens qui sont trop ingénieurs, trop techniques, ça peut aussi tuer les entreprises. Rothschild disait qu'il y a trois manières de ruiner une entreprise, tu le connais. C'est le jeu, les femmes et les ingénieurs. Donc, effectivement, j'avais peut-être ce recul par rapport à la technique. Là, c'est très important de la technique, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un écho sur le marché. Qu'est-ce que demande le marché? Qu'est-ce que demande le client? Et peut-être que j'ai cette écoute client. Moi, j'écoute beaucoup au quotidien, déjà mes collaborateurs qui sont en contact direct, nos clients, les conversations. Et le marché bouge. En 30 ans, le marché a bougé, les besoins ont marché. Mais pas que dans le BTP, tu sais bien, c'est dans la vie quotidienne, etc. Ouais. Donc, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, il reste sur ses certitudes, surtout dans une société qui va bien. C'est ça le risque. Dans une société qui marche bien, si on se pense leader,
pour moi, on est mort. Moi, j'ai toujours pensé qu'on est des challengers. Il faut toujours faire ses preuves. On est copié, il faut qu'on aille toujours plus loin parce que plus on accélère, plus ils auront du mal à nous suivre derrière. Et surtout, qu'est-ce que demande le marché ? Ça sert à rien de sortir des produits qui ne trouvent pas d'écho. On peut sortir un produit qu'on ne va pas vendre. Ça, c'est une possibilité. S'ils trouvent un écho dans le marché, c'est-à-dire que les gens disent « Ah, cette innovation, chez Layer, c'est exceptionnel, ils sont vraiment les meilleurs, ils ont trouvé des bonnes idées, etc. » Même s'ils ne vont pas l'acheter. Ça fait partie du marketing, etc. Mais un produit qui ne trouve pas d'écho dans le marché, ça n'a pas de sens. Donc, l'important, je pense que c'est l'écoute. Pour moi, c'est l'écoute de ce qui se passe autour, des évolutions. Et est-ce que c'est difficile de travailler avec Éric Limassey ? Quand je te dis ça, est-ce que ton directeur du bureau d'études aujourd'hui, quand il te présente des projets, est-ce que c'est dur de travailler avec toi parce que justement tu es passé par là et que tu pointes du doigt ses erreurs ou... Je pense que c'est plus compliqué pour lui que pour le directeur commercial ou le directeur logistique parce qu'effectivement il y a une vision et je pense que plus on s'éloigne et moins on est dans la technique, plus on voit certaines choses. Moi j'ai toujours dit à mes techniciens, un beau plan d'échafaudage ou de charpente métallique, il doit être épuré, il doit être beau, il doit être esthétique. S'il n'est pas esthétique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les efforts, ils partent du haut, ils descendent, c'est comme en électricité, ils retournent à la terre, ils suivent un tracé. Et donc, souvent, je leur dis non, mais moi, je ne veux pas ces barres-là, c'est pas joli, ces tubes écoliers, on peut faire autrement. Et donc, effectivement, j'ai un regard un peu différent. Maintenant, je lui laisse, il est très compétent, je le laisse libre. Mais quand il me voit arriver dans son bureau, il doit se dire, il y a encore une nouvelle idée, qu'est-ce qu'il va nous demander ? Et c'est vrai que j'ai beaucoup de projets que je lance, des fois un peu trop, donc je me freine un peu parce qu'il ne faut pas épuiser les équipes. Mais j'ai toujours une nouvelle idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas tester un nouveau produit, faire ci Et donc, ça les tire, mais il ne faut pas que je les tire trop quand même. Je comprends. Tu as passé quasiment toute ta vie professionnelle chez Layer. D'ailleurs, ce n'est pas très courant de voir ça dans une carrière. Est-ce que tu as l'impression d'avoir signé un contrat à vie avec ton sang, avec eux ? Quel est ton sentiment par rapport à ça ? En fait, c'est une bonne question parce que ça fait long, comme beaucoup de chefs d'entreprise ou de dirigeants, on est sollicité par d'autres sociétés, etc. Et moi, je me suis toujours dit... en fait, tant qu'il y a la passion, je reviens à ce mot, parce que moi, c'est vraiment important, de se lever, d'être content d'aller se lever, d'avoir de nouvelles idées. Moi, le challenge, il m'intéresse. Et puis, le fait, effectivement, toute la partie depuis 10 ans sur l'Afrique, qui a complètement changé et mes habitudes et ma façon de travailler. On va y revenir. Ouais. Voilà, c'est des choses qui motivent. C'est quoi, quand même, les risques et les avantages pour toi d'avoir une carrière aussi longue dans la même entreprise ? Parce que on explique aux jeunes, on va en parler tout à l'heure, j'aime bien ton discours moi sur les jeunes, et on partage cette même logique par rapport à ça, mais est-ce que quand on leur dit en fait il faut que tu changes d'entreprise pour aller chercher de l'expérience, etc., toi c'est pas ce que tu as fait, tu es resté dans la même entreprise, est-ce que c'est pas un risque aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, parce que on construit plus ses carrières de la même manière, et quels sont les avantages aussi qui sont liés à ça de rester dans la même entreprise ? En fait, ce que tu as dit, c'est il faut acquérir de l'expérience. Pour moi, acquérir de l'expérience, ça peut se faire dans différentes entreprises, comme dans la même entreprise. L'important, c'est d'acquérir des expériences. Je pense que la finalité, c'est pas de changer d'entreprise, c'est d'aller chercher des nouvelles compétences, des nouvelles expériences. Donc, si tu es bien dans ton entreprise, il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est pas une obligation de changer. Par contre, des gens qui sont figés dans un poste, qui n'ont pas de possibilité d'évolution, c'est normal qu'ils aillent voir ailleurs. J'estime que il faut évoluer. On peut pas. C'est difficile. Après, ça dépend des personnes, mais des gens qui en veulent, il faut qu'ils puissent évoluer, tant qu'ils ont la compétence. Faut pas arriver au seuil de Peters, mais il faut arriver à bien se jauger pour savoir à quel moment c'est le bon de changer et d'évoluer. Mais ça peut se faire dans une même entreprise, dans un même groupe. Pour moi, c'est pas ça qui changer d'étiquette, changer de logo, c'est pas ça le plus important, c'est qu'est-ce qu'on acquiert. Et moi, tant que j'apprends encore, et j'apprends encore au quotidien, j'apprends avec mes clients, mais j'apprends aussi avec mes collaborateurs. Donc tant que j'apprends, il n'y a pas de raison. Je me pose pas la question. Éric, quand on est le président de Layer en France, est-ce qu'on va encore sur le terrain ? Est-ce que c'est important pour toi ? Comment ça se passe quand il va ? Est-ce que tu peux me raconter ça ? Alors, c'est très important. D'ailleurs, je souffre de ne pas y aller suffisamment, surtout en France. Je suis très, très présent, très opérationnel à l'étranger parce qu'aujourd'hui, je me suis organisé un petit peu. On a des équipes qui tournent bien en France. Par contre, dès que je peux, effectivement,
J'essaye d'être sur les chantiers. J'étais beaucoup plus présent cet été parce qu'on avait un gros challenge avec les JO. Ouais. Donc là, effectivement, j'étais plus présent. Bon, je trouve que c'est bien d'être présent parce que ça valorise les équipes, surtout les équipes de monteurs, hein, notre filiale de montage, échafaudage service. Quand ils voient arriver le président, puis bon, certains que je les connais depuis très longtemps, donc ils sont très contents de montrer leur savoir-faire. Et puis ça permet de prendre le pouls aussi de la société, de voir comment ça se passe, est-ce que le matériel est bien rangé, est-ce que c'est sécurisé. En fait, le fait de voir un peu de loin, quand on est trop engagé, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. On voit les détails, mais on ne voit pas l'image externe. Quand on est un peu avec du recul, on peut voir un peu ce qui se passe, l'image que donnent nos chantiers, discuter avec des clients. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je suis un peu moins sur les chantiers qu'auparavant. Par contre, je suis très présent auprès des clients. L'IR, c'est leader sur le marché et en même temps, en fait, c'est très premium, le service que vous proposez. Il vaut mieux être premium ou mainstream ? Moi, je pense qu'il vaut mieux être premium. Okay. Il vaut mieux être premium parce que c'est quand même... Alors, ça nous obère quelques marchés, c'est sûr, mais en même temps, vaut mieux être copié que copieur. Je pense qu'il vaut mieux avoir un produit qualitatif, même si, de toute façon, puisqu'on est présent, c'est qu'on est dans les prix de marché, dans les prix de la partie supérieure sans doute, mais sinon, on n'existerait pas. Donc, c'est un gage de qualité pour nos clients. Je sais que on a beaucoup de montages de chantiers sur Paris assez prestigieux. Nos clients, ils sont fiers de leur marque. Quand ils viennent de province, quand ils viennent en week-end à Paris, qu'ils voient les chantiers, ils se disent « Ah ouais, voilà, on est content, il y a des beaux chantiers. » Donc cette image de marque, elle est importante. Et nous, on s'est croisés, en tout cas cet été, sur beaucoup de chantiers des Jeux Olympiques. Je voulais qu'on revienne un peu dessus. Tu as installé le studio de télévision en fait des JO. Des projets comme ça, tu es en direct dessus, parce que tu parlais tout à l'heure que tu allais sur les chantiers, etc. Moi, je t'ai vu très présent à ce moment-là. Souvent, ouais. Pourquoi plus celui-ci que les autres à cause des enjeux ? Est-ce qu'un patron, il doit être en fait, aussi au plus près de ses équipes quand il y a des forts enjeux ? Oui, je pense, évidemment. Là, on avait quand même des enjeux techniques. En plus, en termes d'image, ce studio, il était quand même très difficile à réaliser. Pour rappeler, on avait la toiture du Trocadéro qui prenait très peu de charge. Il a fallu faire une structure tout en aluminium avec une couverture, donc au vent, à 30 mètres de haut, avec des tournages matin, midi et soir sur ce studio. On pouvait pas se rater. Et c'est vrai que on a quand même beaucoup stressé pendant le montage. On avait que 5 jours de montage. Puis on savait pas quels allaient être les aléas climatiques pendant cette période. Donc, le fait d'être présent, ça rassure tout le monde, ça rassure le client également. Et puis, voilà, mais j'ai pas été que sur ce chantier-là. Mais sur les JO, nous, on a beaucoup échangé ensemble. On partageait la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a manqué de structuration pendant très longtemps, avant qu'on se mette au travail. Et en fait, moi, j'étais assez étonné. Je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont pas engagées sur les JO parce qu'ils avaient des craintes d'investir beaucoup d'argent et de pas avoir un retour sur investissement. Moi, mon retour d'expérience sur les JO, c'est qu'effectivement, on a été très, très présents. On a participé à la cérémonie d'ouverture. On était présents pour sécuriser ces lignes. On était très présents de partout. On était présents sur la scène pour faire des tableaux, etc. On a fait beaucoup de choses. Vous avez fait un travail extraordinaire. On n'a pas eu une rentabilité qui était très, très importante. Par contre, je regrette absolument pas pour l'aventure qu'on a menée avec nos équipes. Est-ce que toi, tu tires la même chose que moi des JO ? C'est-à-dire que c'était très important d'y être. Pour moi, c'était un événement majeur de la France et on voulait compter là-dessus. Mais par contre, on s'est assis certainement sur des matchs qu'on aurait pu faire ailleurs. Est-ce que tu partages ça avec moi ou pas ? Pas tout à fait quand même. Pour moi, c'était important qu'on y soit. D'abord parce que nos clients dans l'événementiel qui sont équipés en layers nous ont pris 2 ou 3 000 tonnes de matériel qu'ils ont monté eux-mêmes. Donc, il y avait énormément de matériel, tous les supports de gradins, les supports écrans, etc. Nous, de notre côté, on a monté effectivement aussi 1000 tonnes de matériel donc par nos équipes. Et moi, je voulais absolument que Layer soit engagé sur ce projet pour montrer effectivement notre image de marque. Alors, ça a été beaucoup de problématiques en amont, parce qu'on attaquait l'année d'avant, les études, mais le montage à partir de mars. Et en fait, les changements d'implantation, le manque de décision en fait qui a été pris jusqu'au dernier moment. Je pense qu'effectivement, moi jusqu'à l'ouverture, je pense qu'on a dû monter des échafaudages jusqu'à 2-3 jours avant l'ouverture encore à modifier. Par contre, on avait quand même choisi nos projets, donc ça a été rentable. Parce qu'on les avait bien préparés surtout. On avait bien anticipé aussi toutes ces problématiques de plans. Il y a des plans qu'on a refait
30 fois, 40 Ouais. fois. On a fait, je crois, 900 nœuds calculs, 1 millier de plans rien que pour nous. Hein. Donc c'était assez compliqué. Pour nos équipes, c'était extraordinaire d'être Ouais, présent c'était sur place. fantastique, je suis d'accord. Moi, c'était le premier enjeu, c'est ça. Moi, je voulais mobiliser en interne nos monteurs et nos techniciens, nos gars du dépôt. D'ailleurs, tu parles de tes équipes, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Comment toi, tu progresses dans ton quotidien et comment tu fais progresser tes équipes? Alors en fait, je pense que c'est un aller-retour, c'est-à-dire que c'est eux qui me font progresser. Et en faisant progresser, je les tire et donc ils progressent également. En fait, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'évolution dans le management qui se fait naturellement parce que les générations changent. Aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est pour ça que c'était un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend, que les jeunes, ils veulent pas travailler, ils sont feignants, c'est le confort, etc. Moi, je trouve que les jeunes, aujourd'hui, qu'on embauche, ils sont géniaux, quoi. Ils sont pleins d'envie, ils sont motivés, ils ont envie d'apprendre plein de choses. Alors après, il faut les alimenter. C'est plus du tout, il y a la hiérarchie à la papa verticale. Il faut leur donner du sens, il faut expliquer, il faut être collaboratif. Mais je pense qu'il y a un changement de génération. Ce n'était pas le cas, je pense, qu'il y a 10-15 ans. Je pense qu'il y a eu un creux et c'est revenu. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a des jeunes extraordinaires. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on en prend beaucoup en alternance. On a arrêté les aides sur l'alternance. C'est scandaleux parce que c'est un moyen de mettre les jeunes au travail. Voilà, le système rigide de l'école, 8 heures par jour, c'est pas adapté à tout le monde. Il y en a qui s'épanouissent énormément dans l'entreprise et à l'école. Et aujourd'hui, d'avoir réduit les aides aux entreprises sur tout ce qui est alternance, je trouve que c'est vraiment pas un bon message pour mettre des jeunes au travail. Mais voilà, moi je trouve que ces jeunes-là, on leur explique ce qu'on fait, on leur montre comment évoluer. Nous, on a beaucoup travaillé en interne sur l'onboarding. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on avait un DRH qui faisait les entrées et les sorties. Alors, c'est le truc classique. Et puis après, voilà. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on a une personne chargée de ça, du parcours du nouveau collaborateur, de l'onboarding. Alors, c'est un peu cliché, mais ils arrivent, ils ont la tasse avec leur prénom, ils ont une petite mallette de bienvenue avec des goodies, etc. Il y a un parcours, quels que soient les postes. Avant, on faisait que pour les commerciaux, le parcours de formation. Maintenant, tout le monde parcourt un peu les différents services pour voir comment ça fonctionne. Et plus des entretiens réguliers. Donc, on essaye de valoriser un petit peu l'arrivée. Parce tu le sais, on passe beaucoup d'énergie à former des gens. Ouais. Si c'est pour qu'ils partent au bout de 2-3 ans dès qu'ils ont appris, c'est presque un échec, quoi. Ouais, complètement, je suis d'accord. Donc, il faut arriver à les sécuriser dans leur poste. Et donc, voilà, c'est un effort. Et en même temps, c'est des ressources qui vous le rendent, quoi. Justement, là, nous, dans le monde du BTP, Eric, en fait, on est en carence de compétences, faut être clair. C'est difficile de recruter. C'est difficile de faire venir des gens à nos métiers. C'est très vrai dans ton métier. Je sais que toi, tu es très engagé, en tout cas avec ton syndicat. Tu es très engagé pour la formation. On va y revenir tout à l'heure. Comment on fait pour que les équipes que tu es formées, ils restent chez toi et qu'en fait, ils n'aillent pas ailleurs? Quand on sort de chez les hier, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on sort de chez nous dans notre secteur d'activité. En fait, on a une forme de carte de visite quand on sort du groupe Jarnias. Et en fait, nos concurrents, avec 10, 15, 20% plus cher, en fait, ils vont se payer des gens qui ont été bien formés par nos entreprises, etc. Comment toi, tu fais pour garder tes équipes sans forcément, en fait, systématiquement ouvrir le porte-monnaie? Alors c'est vrai qu'effectivement, la carte de visite layer, à chaque fois qu'on se sépare d'un collaborateur parce qu'on n'est pas satisfait, il est embauché direct par certains de nos concurrents, directement. Grand bien leur face. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a déjà le fait, la fierté d'être dans une société qui fonctionne, qui permet aussi d'assurer sur du long terme la pérennité de l'emploi. Hein. La société se porte bien. D'avoir une société qui innove, qui a une belle image de marque aussi, c'est une reconnaissance pour les salariés. Et je pense qu'il y a quand même le porte-monnaie, ça joue aussi. Hein. Nous, on a une grosse redistribution des bénéfices. Et ça, je suis content que les actionnaires me laissent faire. Parce qu'effectivement, on a des contrats de participation, d'intéressement, de primes de supplément d'intéressement. Pour des petits salaires, ça peut leur faire 16, 17 mois, quoi. Donc, okay. Ça joue aussi. Hein. Bien sûr. Lorsqu'on a un chantier très particulier, il y a des systèmes de primes. Moi, il n'y a aucun souci à ce que si on réussit collectivement, donc si les gens ont contribué à la réussite de l'entreprise, c'est normal qu'il y ait un retour. Donc, ça fait une part, effectivement, de la fidélisation,
Mais il n'y a pas que. Il y a aussi le fait d'avoir envie de travailler pour l'entreprise dans laquelle tu es. Sinon, tu ne restes pas 10 ans ou 15 ans dans une boîte. Donc, il faut valoriser ce métier. On a fait des films publicitaires, etc., sur le métier d'échafaudeur. Donc, il faut valoriser le métier pour qu'un jeune se dise tiens, pourquoi pas. On a fait des parcours des métiers également. C'est-à-dire qu'on a un parcours des métiers. Un jeune qui rentre comme manutentionnaire dans une boîte d'échafaudage, il peut suivre son parcours. Il peut aller faire de la vérification. Il peut aller dans du bureau d'études. Il peut finir conducteur de travaux. Il peut finir HSE. Donc, il y a tous les parcours possibles. Et ça fait ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, tu rentrais dans un boulot, on dit vas-y, ton bureau il est là, travaille, voilà tes gants, voilà ton casque. Aujourd'hui, un jeune, il a besoin de savoir, ok, je rentre là, mais dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Et si on n'est pas capable de dire ça à un jeune, tu rentres chez moi, tu vas faire ça pendant 3 ans, mais après, tu passeras chef monteur, après tu passeras conducteur de travaux, tu pourras aller responsable logistique ou HSE, c'est cette vision qu'il faut donner. C'est cette vision. Et c'est ce travail qu'on fait. Je voulais qu'on aborde un sujet qui est important, c'est l'innovation. Et l'innovation dans le BTP, en fait, on a l'impression que c'est un secteur qui est poussiéreux, où en fait, on construit comme il y a 50 ans quasiment. Tu parlais tout à l'heure des tubes écoliers et encore d'une révolution qui n'a pas fini d'être faite dans ton secteur. L'innovation, en tout cas, moi je sais que tu es un féru d'innovation, que vous déposez beaucoup de sujets et que tu en es l'initiateur. Est-ce que tu peux me parler en fait de cette logique-là d'innovation et de pourquoi tu le fais? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que il ne faut pas rester ancré sur ses bases. Il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Ce qui est important, c'est de se dire quel sera le métier demain ? Quelles seront les attentes des clients ? Il y a 20 ans, quand on a commencé à parler de protection collective, tout le monde a crié « Oh là là, mais non, on échafaudage à protection collective, on connaît notre métier, protection individuelle, c'est-à-dire qu'on s'accroche avec le harnais, ça tu connais bien. » Alors qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de travailler sans harnais parce que les garde-corps sont déjà mis quand on monte au niveau supérieur. Et pendant 20 ans, tout le monde avait des très grands garde-corps. Aujourd'hui, on a inventé un nouveau produit très léger qui est en protection collective. Personne n'y croyait, personne ne pensait que c'était possible. Ce produit, il marche très très bien. On a inventé un produit que personne ne croyait possible, c'est un échafaudage qui est isolant électriquement. L'échafaudage, c'est de l'acier. Il y a souvent des problèmes d'arc électrique près de lignes à haute tension, près des locales batteries. Et aujourd'hui, ce matériel, il est revêtu d'un composé polymère très particulier. On peut approcher une ligne électrique de 50 000 volts à 1 cm, il n'y a pas d'arc. Ce produit, on le vend à Tesla aux États-Unis, on le vend pour la SNCF, pour les caténaires, on le vend en centrale nucléaire. Mais il y a encore 2 ans, avant qu'on commence à en parler, personne ne croyait ça possible. Donc, il y a 10 ans, on a sorti des échafaudages, des planchers en composite, aussi résistants que des planchers aluminium. Sauf que ça n'a pas marché parce que c'était trop novateur. Donc, okay. Et pourtant, on a fait ces planchers. Certains clients les ont achetés. Très légers, faciles à mettre en œuvre, en plus translucides, orange, une belle couleur en plus. Mais du coup... Trop tôt. Ouais, ok. Le marché n'était pas prêt. Mais donc, à un moment donné, soit tu suis le marché, soit tu fais bouger le marché. Mais il y a toujours une question de temporalité. À quel moment, c'est jamais évident. Donc, on met effectivement beaucoup d'argent dans ces innovations. Mais il y a aussi un impact très important. C'est un impact sur les clients et sur tes équipes. Sur les clients, parce qu'ils se disent « Waouh, j'ai une marque... Moi, j'ai des clients qui, sur des salons, font la promotion d'un nouveau produit qu'on a sorti à d'autres clients, mais eux n'en ont jamais acheté. » Incroyable. Et ils me disent « Non, mais ce produit, c'est génial, c'est la nouvelle poutrelle, les FlexBeam, les poutrelles, il ne faut plus en utiliser. On a des poutrelles Alu, regardez comment... » Mais ils n'en ont jamais acheté. Mais ils sont tellement convaincus du produit qu'ils font la promo à d'autres. Okay. Donc, ils sont fiers de la marque qu'ils représentent malgré tout. Donc, moi, je trouve que ça, c'est la meilleure, la meilleure des coms. Et puis, en interne, parce que les équipes, on les fait travailler, ils font des montages à blanc, etc. Donc, ça les motive d'être impactés, de faire partie de cette nouveauté. Donc, c'est un très très bon médicament, l'innovation. Je voulais qu'on parle aussi de l'intelligence artificielle. Pareil, on n'imagine pas forcément dans notre secteur l'intelligence artificielle arriver, alors que moi je l'utilise au quotidien aujourd'hui dans les entreprises du groupe. Je sais que toi tu travailles aussi sur ces sujets-là. Tu peux m'en parler ? Comment tu fais intervenir l'intelligence artificielle aujourd'hui chez Layer et comment tu l'utilises et comment tu vois l'avenir chez toi et puis dans le BTP en général ? Alors c'est un sujet où je suis quand même très partagé, l'intelligence artificielle. D'abord, il y a quand même, c'est quand même une tarte à la crème. Maintenant, tout le monde dit j'ai mon caméra et reconnaît les plaques d'immatriculation, c'est de l'intelligence artificielle. Non, c'est de l'OCR. Donc aujourd'hui, il faut dissocier ce qui est de la data analyse et ce qui est de l'intelligence artificielle. Par exemple, moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui,
Nous, on a beaucoup de matériel qu'on achète à notre usine pour mettre à disposition de nos clients en location. C'est 1 millier de références, c'est des stocks de 50 000 tonnes de matériel, et les clients, ils ont besoin du matériel tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que j'aurais besoin comme investissement de matériel l'année prochaine pour servir mes clients dans les temps. Donc, ce qu'on a fait avec une start-up Emerton, qui est assez connue dans l'IA en France, c'est qu'on a fait un programme qui a analysé 10 ans de nos data. Et aujourd'hui, on est capable de dire, quand un client nous appelle en disant « En septembre, je vais vous prendre, j'imagine, 100 tonnes de matériel », on est capable de savoir avec 80% de véracité, avant lui, la liste de matériel qu'il va nous donner. C'est-à-dire qu'on se dit tel client, parce que c'est tel secteur, par rapport à la connaissance de ses habitudes, du type de matériel qu'il utilise et tout, grosso modo, dans les 100 tonnes, j'aurai telle typologie de pièces, voilà ce qu'il me faut. Mais ça, c'est pas de l'IA. Tout le monde dit que c'est de l'IA, mais ça, c'est de la data analyse, quoi. C'est des modèles mathématiques très complexes, mais c'est de la data analyse. Par contre, là où on est en train de ce qu'on est en train de travailler actuellement, et là, ce sera de l'intelligence artificielle, c'est le modèle prédictif, c'est la réflexion de l'outil, c'est de se dire, dans 6 mois, j'appelle le client en lui disant, dans 3 mois, vous allez me passer une commande. Vous ne savez pas encore, mais nous, notre modèle a analysé la climatologie, la macroéconomie, les plans de rénovation des centrales nucléaires ou des raffineries ou du bâtiment historique. Vous allez avoir des commandes dans 3 mois. Et comme votre parc est déjà bien utilisé, vous allez avoir besoin de matériel. Et donc, je vous le dis à l'avance, vous allez avoir besoin de matériel. Et moi, je sais que vous allez avoir besoin de matériel. Là, on est dans de l'IA. Et là, ça peut être intéressant parce que ça permet, nous, d'anticiper nos stocks, de ne pas avoir de stock dormant, par exemple. Donc là, il y a un impact qui peut être intéressant. Qui est important parce que pour toi, le stock, c'est un élément clé. Nous, tout le matériel en location, c'est la valeur de l'entreprise. C'est une valeur énorme. Et donc, d'avoir des stocks dormants, les taux d'occupation de stock, c'est le critère principal de rentabilité de l'entreprise. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Tu sais, moi, je fais beaucoup de croissance. On a fini de consolider le marché français. On fait encore quelques opérations. On va faire quelques opérations en France en 2025. Il y en a quelques-unes qui vont être normalement là sur ce début 2025, des belles opérations, je suis content. Mon projet ensuite, c'est de partir à la conquête de nouveaux pays. Alors, on est déjà présent en Suisse, on est présent au Luxembourg, en Belgique, on est présent aux Antilles, on est présent à La Réunion. Mais on va aller un peu plus loin que ça. Toi, c'est un de tes axes de développement majeurs. Tu as développé l'Afrique. J'aimerais que tu m'expliques en fait, d'une part, d'où ça vient, ce développement africain, et ensuite qu'on en discute pour que tu m'expliques quelles sont effectivement tes clés de réussite, parce qu'en plus, tu me disais tout à l'heure en fait que ça marche très bien pour toi. Donc, à quel moment en fait tu décides de développer l'Afrique et comment tu t'y prends ? Nous, dans notre stratégie, moi, je ne veux pas racheter des sociétés d'échafaudage parce que je redeviendrai concurrent de mes clients. Et ça, c'est voilà. Il y a très longtemps, on avait des sociétés de montage qu'on a vendues pour justement être resté en backstage. On n'est pas concurrent de nos clients. Vos clients monteurs. Nos clients monteurs. Donc effectivement, je rachète une société de montage, je vais concurrencer mon autre client qui est sur le même territoire. Ça a pas de sens. C'est ce que font certains de nos confrères, mais je trouve que ça a pas de sens. On peut pas d'un côté vendre du matériel puis concurrencer de l'autre, quoi. Je suis d'accord avec toi. Donc du coup, il reste un autre vecteur, c'est la croissance interne, c'est créer du développement, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, on a la chance, on est certain de l'ADN de la société qu'on crée. C'est-à-dire que souvent, quand on rachète une société, remettre les mêmes valeurs, c'est pas toujours évident. Très compliqué. Ça, je pense que tu connais bien cette problématique d'arriver à adapter, qu'il y ait une valeur commune du groupe. Et donc, aujourd'hui, comme le groupe est séparé sur des territoires géographiques, par rapport à la France, nous, il y avait un territoire qui était vierge, c'était l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et donc, j'ai commencé en 2010. Ouais, 2010, je suis allé au Maroc. Pays le plus facile, on parle français, c'est le droit français, il n'y a pas de barrière douanière, on mange bien, on est bien accueillis. Et donc, on a créé un bureau de représentation d'abord, commencé pour tendre le marché. Et on est arrivé sur un marché où il n'y avait pas d'échafaudage moderne. Il y avait une copie d'un échafaudage d'un de nos confrères qui était fabriqué localement, qui était dans l'industrie. Beaucoup de vieux systèmes des années 50, 60, avec des planches, critères de sécurité très très bas. Et donc là, il y a 2 solutions. Soit tu te dis, on ne peut pas arriver avec nos matériels, on est trop cher, ça ne marchera jamais. Ou alors tu te dis, mais il y a tout à faire là. Mais là, on va faire un bond dans le futur. Et c'est le parti qu'on a pris, de se dire on va attaquer d'abord par les secteurs qui sont les plus demandeurs en termes de sécurité, c'est-à-dire l'industrie. Eric, quand tu dis on, c'est-à-dire que tu construis une équipe pour aller là-bas, comment tu t'y prends techniquement ? Je comprends la logique de se dire effectivement il y a un marché qui est vierge. Les hier, vous êtes présents sur les 5 continents, mais il y a une partie d'un continent qui n'est pas aujourd'hui représentée, donc moi je vais y aller, ça, je comprends ça. Mais comment tu t'y prends techniquement ?
Alors, quand je dis on, c'est qu'on a une grosse équipe pour l'export, on est 2. Ok. Il y a Marc Renard, mon directeur commercial, qui était avant directeur commercial France, qui est directeur commercial export. Ok. On est tous les deux des appétences pour le voyage Ok. et l'aventure. Et donc, voilà, on va sur place. Je crois qu'au Maroc, on avait pris un intermédiaire marocain qui nous a fait rencontrer un peu du monde. Ok. Au départ, voilà, et puis il y a aussi des fois la barrière de la langue. Ensuite, on a fait un premier salon. On a montré notre matériel, qui était une nouveauté pour tout le monde. On a vu tout de suite qu'il y avait de l'intérêt. Et surtout, on a basé l'arrivée de ce matériel en termes de sécurité. Moi, mon discours, c'était pas on est layers, on a un matériel ultra moderne, on a une innovation. Non, on a pris le matériel de base multidirectionnel et on a dit aujourd'hui, au Maroc, on se lève pas le matin pour aller risquer sa vie sur un chantier, quoi. C'est fini ce temps-là. Et ça a de l'écho auprès des autorités. Parce qu'elles, elles ne mettent pas un sou devant, mais par contre, de dire promouvoir des produits qui font la sécurité. Donc ça, c'était le premier biais. Et deuxièmement, le métier de loueur monteur, d'échafaudeur n'existait pas. C'était chaque corps de métier qui montait ou qui prenait des gars à droite à gauche. Donc tu avais des façadiers qui étaient échafaudeurs, voilà, tu avais des peintres qui étaient échafaudeurs, des gars qui faisaient de la maintenance charpentiers. industrielle, ils étaient échafaudeurs. Et donc on s'est dit, on va trouver des gars qui sont prêts à mettre un peu d'argent et créer leur société, les aider à créer leur société pour être loueur-monteur d'échafaudage. D'accord. C'était d'ailleurs notre premier client, une société qui a joué le jeu. On est allé voir la banque avec lui, on lui a fait son business plan, on a tout préparé. Okay. Le gars, il a juste mis un peu d'argent, puis après la banque a prêté. Et du coup, on l'a porté sur les clients industriels. On dit voilà, on veut ce matériel, oui, mais on n'a personne qui monte. Si, on a une société maintenant qui est établie au Maroc, qui a du matériel, qui peut vous monter, etc. Et donc l'effet boule de neige. Un business partner. Totalement. On a fait. Okay. De toute façon, dans ces pays, il faut faire le job, quoi. Okay. Et surtout, on a embauché une équipe locale, on a créé une base logistique. C'est des pays, tu peux pas venir juste pour faire un one shot, quoi. Il faut s'installer durablement. Donc, il faut investir. Il faut prendre une équipe locale qui a la double culture, avec les difficultés qu'on peut avoir des cultures qu'on connaît pas. On a découvert aussi les problématiques de paiement en Afrique, même au Maroc. Les délais de recouvrement sont très très longs. Quand tu dis très long, ça veut dire quoi ? 250 jours en moyenne. Donc toi, tu finances le besoin de fonds de roulement, en fait. Là, tu fais la banque, quoi. On fait la banque. C'est pour ça qu'il faut avoir une assise, il faut avoir de la trésor, faut pas y aller à moitié, quoi. Ok. Donc tu débarques en Afrique d'abord par le Maroc, ouais. Et ensuite tu as ouvert d'autres pays, d'ailleurs africains. Ensuite, on a débarqué en même temps et en Algérie et en Côte d'Ivoire. Ok. Côte d'Ivoire, on a fait le même modèle qu'au Maroc, exactement le même modus operandi. Donc c'était en 2015. Là, j'ai loué une villa à Bassam. On a mis du matériel dans le jardin. Voilà, on a commencé avec une personne sur place. Et là, c'était une Française qu'on avait pris, qui était sur place. Et en Algérie, on a commencé avec un partenariat avec la Sonatrach, donc qui est le gros faiseur gaz et pétrole de l'Algérie. C'est un tiers du PIB de l'Algérie, son chiffre d'affaires. Et donc, une filiale de maintenance. En fait, on est rentré parce qu'il y a eu un accident mortel. On est allé tout de suite faire une analyse des risques avec eux. Et puis dire maintenant, il faut changer de matériel. Et aujourd'hui, ils ont des milliers de tonnes de matériel layer. Et on continue à travailler avec eux. Alors, l'Algérie, ça marchait très compliqué parce que, alors, à l'époque, il y avait l'ancienne loi sur les hydrocarbures. Tu pouvais pas avoir un actionnariat à 51%. Maintenant, ça s'est levé. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'actionnariat sur place. On travaille avec ce partenaire et on travaille sur d'autres projets. Par contre, en Côte d'Ivoire, on est 100% France. Et l'ingénierie se fait en France. Toute l'ingénierie se fait en France. Donc, tu étudies parce que ça, c'est aussi la spécificité de Layer qu'il faut expliquer. Moi qui te connais bien, parce qu'on fait beaucoup de projets ensemble. D'ailleurs, je suis très content de te recevoir aujourd'hui aussi, parce que souvent on nous oppose en disant en fait les cordistes, on est complémentaires. Et nous, on peut mettre un échafaudage. Il est évident qu'en fait on met des échafaudages, et aux endroits où on peut pas accéder, on travaille avec des cordistes. En fait, il y a une bonne intelligence. Quand on fait les choses correctement et qu'on respecte la réglementation, en fait, il y a aucun sujet. Mais vous avez une spécificité, c'est que vous faites beaucoup d'ingénierie, et vous faites beaucoup d'ingénierie pour vos clients et pour les grands projets. Et donc ça, c'est vraiment aussi la spécificité de Layer, du fait peut-être que tu viennes du bureau d'études et que c'est toi qui as instauré en fait cette logique-là. Je sais pas. Et donc du coup, pour tes filiales étrangères, malgré tout, aujourd'hui, les projets sont étudiés aussi en France. Non, alors toutes les filiales, en fait, que ce soit nos agences en France ou nos filiales à l'étranger, c'est le même modèle. C'est une base logistique avec un dépôt de matériel, une équipe commerciale, technique et un responsable d'agence. Et donc, il y a un technicien dans chaque agence. C'est-à-dire qu'il y a un ingénieur qui fait des plans, etc. Après, si c'est très compliqué ou s'il y a besoin d'un support, tout est vérifié en France par le directeur technique, ça c'est sûr. Mais moi, le but, c'est de travailler localement. C'est une question de réactivité. De toute façon,
Le but, c'est le transfert de savoir-faire. Ce qui fait notre force aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs d'échafaudage qui disent aussi, si vous avez une étude, vous nous l'envoyez, on vous chiffre, on vous fait l'étude. Moi, je dis pas ça. Je dis, si vous avez beaucoup d'études, embauchez un technicien, on va vous le former, on va vous donner aussi des logiciels qui font tout automatiquement, de façon à ce que vous soyez autonome à 90%. Le jour où, une fois dans l'année, vous avez un très gros projet, vous nous l'envoyez. Mais si vous êtes autonome à 90%, vous êtes super réactif. Et c'est ça, en fait, les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est de la réactivité. Et moi, j'ai aucun problème à transférer tous nos savoir-faire par les logiciels, par la formation, etc. Parce que d'abord, ça sécurise, ça fidélise les clients. Alors c'est sûr, il y a toujours le risque, une fois qu'ils sont bien formés, qu'ils aillent voir ailleurs. Mais si tu as bien fait ton job, il n'y a pas de raison. Et du coup, eux, ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs, d'être mieux perçus de leurs clients et donc d'avoir plus d'affaires, etc. Donc, c'est un cycle vertueux, en fait. Et donc, les gens qui sont réticents à transmettre, pour moi, c'est pas la bonne solution. Il faut transmettre. J'ai entendu qu'il y a certaines zones en Afrique où vous travaillez qui étaient quand même dangereuses, parce que le climat politique, etc. Comment tu gères ça si effectivement le pays a l'habitude d'accueillir en fait les gens qui arrivent avec des kalachnikovs? Toi, comment tu gères cette logique-là? Alors au Nigeria, par exemple, on est toujours accompagné par des MOPOL, c'est la police mobile, avec donc c'est des militaires avec une kalachnikov dans la voiture. On a notre collaborateur qui est sur place, qui était avec sa famille. Ils étaient un peu dans une prison dorée sur Victoria Island à Lagos. Dans un complexe très bien équipé, mais on ne peut pas trop sortir. Donc, du coup, au bout de 2 ans, sa femme et ses enfants sont rentrés en France. Et aujourd'hui, pour des raisons également de sécurité, parce qu'on a ouvert un yard à Port-Harcourt, qui est une zone aussi assez compliquée, je pense que l'année prochaine, il va peut-être partir sur un autre pays et faire des allers-retours sur le Nigeria. Donc, effectivement, là, il y a des contraintes sécuritaires. Alors, c'est pas obligatoire. Ça peut être... au Nigeria, c'est beaucoup de l'enlèvement, avec des rançons. Le but, c'est d'être quand même très humble, très invisible. Voilà, il faut... Moi, je sais que même en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, on évite les grands hôtels. Pourtant, il y a de la sécurité. Mais si quelqu'un veut aller chercher des gens, il suffit d'aller au Hilton. Donc, on va dans des pensions de famille ou dans des petits hôtels un petit peu plus, on va dire, tranquilles. Et puis, on a nos dirigeants locaux. Par exemple, le dirigeant de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Et donc, quand tu es avec des locaux, au Maroc aussi, c'est quand même plus simple que quand tu es tout seul. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle. En fait, il faut être vigilant. Toi, tu as déjà eu des problèmes là-bas en t'y rendant? On a déjà été arracher un sac, un cartable à sortir d'un taxi, ça c'était au Cameroun, mais on n'a jamais eu de vrais problèmes. Par contre, on côtoie des gens dans ces pays qui ont déjà eu des tentatives d'enlèvement, etc. Oui, ça s'est déjà arrivé. Donc il y a beaucoup de vigilance à avoir, quoi. En fait, il faut être très vigilant et puis il faut bien s'intégrer dans le pays. En fait, il faut apprendre des mots. Tu vois, au Sénégal, il faut parler quelques mots de Wolof parce que si tu rentres dans un taxi, tu dis bonjour en Wolof, tu dis merci, tout de suite, le gars, il se dit, tiens, il connaît bien, il est peut-être là depuis 30 ans parce qu'il y a des Français qui vivent là depuis 30 ans, qui sont nés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, etc. Donc, s'il s'aperçoit que tu n'es pas le touriste qui débarque, tu as moins de chances de te faire embêter, quoi. Voilà, je pense que c'est... Je ne suis pas sûr que le risque soit très grand, mais on ne peut pas le minimiser. Et d'ailleurs, on a fait des formations spécifiques à tous nos collaborateurs. On a des assurances spécifiques. Voilà, on a mis en place des choses qui permettent de limiter la partie risque, quoi. Tu ne peux pas y aller à moitié. C'est quand je parle d'investissement... Tu as passé beaucoup de temps, toi, c'est ça? Moi, j'y suis très régulièrement maintenant. Parce que maintenant, la partie France, il y a un directeur commercial France qui gère, par quelques clients, qui gère la partie France. Donc moi, je m'occupe de plus en plus de cette partie internationale. Parce que il faut que ça marche. Puis c'était ton projet, tu m'en parlais en début, tu me disais que ton projet, toi, en étant gamin, c'était de faire du projet, de voyager. Donc en fait, tu es en train de répondre à un de tes objectifs. Et puis surtout, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'en fait, on vient pas que faire du business. Pour moi, ce qui me plaît dans ce développement, c'est que il faut que ce soit gagnant pour le pays. Et gagnant pour le pays, c'est-à-dire c'est de créer un métier qui n'existe pas, faire vivre des familles, c'est-à-dire que nos collaborateurs dans nos filiales, elles ont le même type d'avantages qu'en France. Pour eux, c'est complètement dingue d'avoir une mutuelle, d'avoir des primes, etc. Donc, on a des équipes qui sont hyper engagées, mais qui travaillent comme des dingues. Vraiment, moi, je suis très content de les avoir au quotidien. Et puis, on les aide, parce qu'on est beaucoup plus impliqués qu'en France, comme il n'y a pas le même niveau d'éducation, etc. Donc, on va aider pour la gamine à aller dans une école privée plutôt que dans une école publique où ils sont 100 par classe. Donc, on est plus impliqués dans leur vie au quotidien pour essayer de les tirer vers le haut. Et puis, on met en place des partenariats. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est
Côte d'Ivoire, on a fait en place un partenariat avec le ministère de la Jeunesse qu'on appelle le plan de la deuxième chance. C'était le projet Ouattara pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on prend des jeunes qui ont raté leurs expériences professionnelles, qui sont désœuvrés, ils nous les envoient chez nous, on les forme à l'échafaudage et après on les propose à nos clients qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc il y a un cercle en plus vertueux, c'est-à-dire que nos clients permettent d'avoir de la main-d'œuvre formée et on remet des jeunes à l'emploi. Au Sénégal, avec le village pilote, on est en train de mettre une filière. Donc, ils récupèrent les enfants des rues qui ont fui les daras, ces marabouts là, qui les maltraitent, qui se retrouvent dans les rues. Ils les rééduquent, ils leur apprennent un métier. On va leur apprendre l'échafaudage. Et donc, du coup, ils vont se retrouver à 18 ans avec un métier, faire vivre une famille, etc. Et ce côté-là, où on ne vient pas faire que du business, on ne vient pas que prendre, on vient rendre aussi. Et c'est ça qui me plaît, quoi. Je trouve que... T'as répondu c'était ma prochaine question, justement, où je voulais te dire qu'en fait, moi, je sais que tu es très investi, effectivement, dans diverses fondations. Et là, tu viens d'en parler, de ce que tu fais en Afrique. Tu as une vraie culture du give back. On est ensemble dans une association, tous les deux, d'ailleurs, que tu m'as fait intégrer. Et je t'en remercie parce que c'est une association qui a beaucoup de sens, qui s'appelle Toi à moi, qui permet de sortir des gens de la rue, d'abord en leur proposant un logement. Et je voulais te parler de ça parce que, en fait, moi, je trouve... C'est très personnel, mais je trouve que la RSE et je trouve que ces logiques-là, souvent dans les entreprises, en vrai, c'est du bullshit. On le fait dans une forme de greenwashing et qu'en fait, il n'y a pas de véritable action. Moi, je t'ai vu en fait aller dans cette association, aller même donner une partie de ton temps les week-ends, etc., pour participer aux chantiers collectifs, etc. C'est une vraie valeur chez toi, mais à quel point tu arrives à le faire résonner dans ton entreprise et à quel point ça a du sens pour les gens avec qui tu travailles? Alors ça, c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, pour moi, je trouve que c'est très important. En fait, on a une réponse. Enfin, en tant que chef d'entreprise, on a une responsabilité sociétale. Et quand tu parles de give back, on se plaint beaucoup en France, tout le monde se plaint, mais je trouve qu'on a une chance incroyable d'être né en France, d'avoir été éduqué en France. Moi, la société dans son ensemble, elle m'a beaucoup donné, quoi. J'y suis là, c'est pas grâce à moi. C'est aussi par l'environnement de la société qui m'a donné ma chance, qui m'a appris plein de choses, qui m'a permis plein de choses. Donc, la société m'a énormément donné. Donc, à un moment donné, il faut aussi rendre à la société. Et effectivement, le fait... Alors, les entreprises donnent, toutes les entreprises donnent, à droite, à gauche, mais donnent sans savoir ce qu'on donne et pourquoi. Et je trouvais que c'était important de prendre conscience de, quand on donne, par exemple, à toi, à moi, là, il y avait les 10 ans de l'antenne de la Ferté-sous-Jouarre, il y a un samedi, il y a un mois, là, où je suis allé participer, et de rencontrer les personnes qui sont accompagnées, et surtout les personnes qui ont été accompagnées, qui étaient à la rue à 6 ans, qui ont passé 3 ans dans un appart, qui aujourd'hui sont opticiens, ont un boulot, sont accompagnatrices, etc. Et de voir que le peu qu'on a fait d'être présent, d'avoir amené quelques meubles, d'avoir donné un peu d'argent, il y a du sens parce qu'il y a des visages en face, etc. D'abord, ça nous ramène à une réalité qu'on n'a pas au quotidien. On est privilégié, il faut le reconnaître. Hein, notre vie, elle est privilégiée. Et donc, de voir qu'il y a des gens qui galèrent, qui ont du mal à trouver un boulot, qui ont plein de problèmes entre psychologiques, d'addiction, etc., mais qui arrivent, on arrive à les sortir de là pour qu'ils retrouvent... Tu vois, demain, il y a un réfugié syrien que j'accueille demain dans l'entreprise de Toi, moi, pour essayer de le mettre au boulot comme manutentionnaire à mi-temps, pour essayer de le remettre au travail. Je trouve que ça, c'est un sens exceptionnel. Et ça permet aussi de sensibiliser nos équipes en interne. Ils sont venus, par exemple, l'association dans la société. Honnêtement, je ne sais pas qui donne aujourd'hui à titre personnel, mais je sais qu'il y a eu quand même un écho important quand ils sont venus présenter l'association. Et là, ils font appel aux dons des particuliers. Donc, je pense qu'à titre personnel, certains dans l'entreprise donnent maintenant à cette association. Puis nous, on donne des nouvelles, des gens qu'on suit. Après, je ne sais pas si ça change la face du monde, mais moi, à titre personnel, je trouve que c'est agréable de visualiser ce qu'on peut faire. Et c'est jamais assez, de toute façon. Moi, j'ai une difficulté, c'est qu'en fait, tu vois, je vais te prendre un exemple très concret. Il y a quelques années, en fait... on devait faire une soirée d'entreprise pour la fin d'année, etc. Donc, on avait défini un budget, etc. Et en fait, cette soirée d'entreprise, elle n'a pas pu être faite. Je crois que c'était au moment du Covid. Il y a eu un nouveau confinement, ou en tout cas une difficulté. On ne pouvait pas se réunir. Et donc, de manière très transparente, j'ai expliqué le budget qui était prévu pour cette soirée. On allait le donner à une association. Ce qu'on a fait, on l'a donné au Secours Populaire. Et en fait, moi, j'ai certains de mes salariés qui sont venus me voir en me disant, en fait, Xavier, mais pourquoi, en fait... cet argent-là, en fait, on le récupère pas en prime. Et je trouve que c'est quand même encore difficile, en fait, ces choix-là. On a beau les expliquer, on a beau expliquer que c'est important. Moi, j'ai encore du mal dans l'entreprise à faire partie de ces... Enfin, tu vois, à être dans cette dynamique-là. Comment toi, tu gères ça? Ou est-ce que ça marche? Non, je pense que ça marche pas plus. Alors que ces personnes qui t'ont demandé ça, peut-être qu'ils auraient donné la même somme à titre personnel. Certainement, en plus, complètement. Ouais. Mais je pense qu'il y a un côté un peu, c'est la chanson de Jacques Brel, les dames patronesses. On a chacun nos pauvres, sans que ce soit péjoratif. Mais je pense que
les gens n'aiment pas qu'on leur dise il faut donner à telle association que toi t'as choisi. Eux, ils veulent choisir eux-mêmes à qui ils donnent. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas donner qui adhèrent pas à ton projet parce que c'est toi qui as choisi cette assos, alors que peut-être que eux, s'ils avaient été en direct avec eux et qu'il y avait eu la connexion qui s'était fait, ils se sont dit, ah bah oui, mais là, il y a un intermédiaire, et nous, on est intermédiaire. Et je pense qu'en France, on est un pays où on donne beaucoup. Et les gens, je pense qu'ils veulent choisir eux-mêmes leur projet. Alors, c'est pour ça que moi, je les avais fait venir dans la société, c'est pour qu'il y ait un contact direct, et peut-être que ça a matché, je peux pas savoir, mais le projet d'ensemble, et j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise à qui j'ai présenté 3 mois, qui l'ont présenté aussi dans leur boîte, qui ont eu le même souci. Et certains m'ont dit, non, moi, j'ai des gars qui dorment dans leur voiture, je vais pas donner à une association, ils le comprendraient mal. Donc c'est vrai qu'il y a un côté... Je trouve que ça, c'est hyper difficile, tu vois. On est très investi dans une de nos entreprises qui s'appelle Jarnia, ça paraît que tu connais bien. Ça m'arrive très régulièrement, en fait, d'embaucher des gens qui sont en grande difficulté. Là, il y a récemment, justement, par toi, moi, quelqu'un qui m'a contacté en disant qu'ils avaient un jeune qui dormait dans sa voiture, etc. Donc, le lendemain, on l'a embauché, on a aidé à le loger, etc. Les équipes me disent, en fait, Xavier, ça nous donne encore plus de travail parce qu'il faut qu'on lui apprenne encore plus le métier, etc. C'est des gens qui sont en difficulté. Ils habitent parfois loin de là où on travaille, donc ils ont du mal à arriver à l'heure. Et en fait, cet effort collectif, il est parfois difficile à faire. Enfin, franchement, moi, je trouve que j'ai encore, en tout cas, beaucoup de travail à faire dans l'entreprise pour faire en sorte qu'en fait, ça soit quelque chose qui fasse partie de nos valeurs et de notre culture, de faire qu'en sorte, justement, que ce give back, il ne devienne pas que quelque chose qui est lié à la direction, mais qui devienne en fait quelque chose de toute l'entreprise. J'ai quelques questions avant de terminer, qui sont un peu des questions en fait où je vais te demander des réponses assez rapides. Quels sont les défis en fait d'un chef d'entreprise à la tête d'un groupe qui génère 100 millions d'euros de chiffre d'affaires? C'est quoi tes principaux défis? En fait, le principal, nous on est maintenant 200 personnes chez juste les Air France, c'est de garder l'ADN de la société. Parce que plus le groupe grossit, plus tu as des échelons intermédiaires, et donc plus c'est difficile de rester au contact de la base et de garder, parce que toi tu passes dans un bureau, tu mets de l'impulsion, tu discutes avec les gens, ils ont ton ADN, mais à chaque fois que tu as un échelon, bah, ça se dissout un petit peu, c'est pas le même message, etc. Et donc la difficulté, c'est de garder l'ADN, le collectif, et de pouvoir travailler à 200 comme on travaillait à 20. C'est quoi le mythe sur le secteur du BTP que tu voudrais exploser, casser, qui est vraiment un mythe et qui n'est pas la réalité? Bon, je partage un peu ce que tu as déjà évoqué dans certains podcasts, c'est que on dit que le BTP c'est poussiéreux, alors qu'on oublie que le béton, Bouygues, c'était extraordinaire à l'époque, on oublie qu'on fait des chantiers extraordinaires, qu'on crée des EPR, des ponts, le viaduc de Millau, et on a une image du gars qui est avec son marteau-piqueur, alors qu'aujourd'hui, les équipements sont de plus en plus modernes. On a des systèmes d'aide à la construction avec des exosquelettes, des systèmes robotisés. On fait maintenant de l'impression 3D de béton. Je trouve qu'il y a de l'innovation, et beaucoup en France. Il y a énormément d'innovation. Il y a une image dans le domaine public du BTP qui est peut-être pas aussi valorisante que d'aller travailler chez Disney ou chez Apple, alors que c'est mieux rémunéré, il y a plus de facilité de progression, on peut passer rapidement à des postes à haute responsabilité, changer de filière, on peut commencer sur le terrain, aller sur du technique, aller sur du commerce, etc. Il y a un nombre de métiers qui est extraordinaire. Merci beaucoup Eric d'être venu chez Build. Non, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, mettre un like, un commentaire, c'est ce qui nous permet d'avoir des super invités. À très bientôt sur Build.